Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire Indigo que j'ai l'honneur de co-animer avec la brillante Morgane Lecomte, fondatrice de Poppy Consulting, qui est un cabinet de conseil en RSE et qui est intervenante également dans nos programmes Indigo et en présence de notre superbe responsable des admissions, Mélodie Massengo. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui arrivent. On commence pile poil à l'heure. Tout d'abord, nous vous souhaitons une année 2026 lumineuse, qu'elle soit alignée avec vos valeurs, qu'elle vous donne le courage de passer à l'action pour les projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Là, c'est le 4e épisode de notre série RSE, un métier, 1000 façons de l'incarner, pour vous faire découvrir des profils inspirants, comme Morgane, les coulisses de leur métier, mais aussi leurs meilleurs conseils pour vous aussi vous inspirer, vous lancer à votre tour. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous souhaitez avoir des conseils pour vous lancer à votre tour. Alors, par où commencer? Suivez-nous pour environ 45 minutes. Il y aura également un replay à la fin. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Le but, c'est que ce soit aussi interactif et qu'on puisse répondre au mieux à vos questions. Bonjour encore à tous ceux qui nous rejoignent. Marilyn, Cindy, Sally. Il y en a de notre promo actuelle. Ellie, salut tout le monde. Et bienvenue encore à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc moi, je suis Émilie, je suis la responsable pédagogique d'Indigo. Indigo, c'est l'école de la RSE. Donc, quelques mots sur notre philosophie, en fait, qui est de donner envie d'apprendre tout au long de sa vie. Nos formations, elles sont conçues pour être vraiment rapidement actionnables en entreprise, avec beaucoup de cas pratiques et de mise en situation. Nos alumni actuellement présents peuvent en témoigner. Le bootcamp RSE est certifié, il est reconnu par les RH. Il couvre toutes les étapes clés de la construction d'une stratégie RSE. Nous accompagnons des milliers d'apprenants maintenant dans leur reconversion professionnelle en RSE, ainsi que des experts qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Est-ce que parmi vous, justement, il y en a qui souhaitent se former? Je vais vous lancer un petit questionnaire, vous allez avoir 1 minute pour y répondre. Et en attendant, ça laisse le temps à d'autres personnes de nous rejoindre. Salut Juliette, bonjour François. Bonjour à tout le monde. Très, très chouette de vous voir aussi nombreux connectés. On voit que le sujet intéresse Morgane. Alors, c'est bientôt la fin. Il reste quelques secondes. Donc pour info, nous avons une prochaine promotion le 20 janvier. Il reste encore quelques places. C'est un bootcamp qui dure à peu près 2 mois, avec un rythme qui est adapté aux personnes qui sont en poste, puisque c'est un format hybride entre présentiel et distanciel. Et sachez que lorsque vous êtes chez Indigo, vous faites vraiment partie d'une communauté avec votre premier réseau, les intervenants. Morgane peut en témoigner. et nos alumni. Vous avez accès à pas mal d'événements en ligne, en présentiel tout au long de l'année, des webinaires, mais pas que, des spectacles de théâtre d'impro, des événements carrière, des déjeuners hyper sympas dans les restos, etc. Et pour aller plus loin, on a également lancé un partenariat avec Gaia Connect, qui est une plateforme pour mettre en relation des mentors qui sont coachs avec des mentorés dans l'impact, afin de vous permettre, en tant qu'apprenant Indigo, de rencontrer vraiment un maximum d'experts pour poser toutes vos questions, même les plus audacieuses ou celles que vous n'aurez pas toujours posées ailleurs. Alors, c'est la fin de ce petit quiz. Aussi, il faut savoir que nos sessions elles sont animées par des experts terrain. Justement, on a Morgane qui est consultante RSE pour tout ce qui est rapport diagnostic RSE, qui est parfois aussi headmaster. C'est comme un coach qui accompagne
nos promotions tout au long de leur bootcamp. On a Marc Perrenne qui a travaillé chez Decathlon International, chez Salomon maintenant en éco-conception, Stécie Elgwen qui est journaliste en biodiversité, Top Voice, encore Pierre-Louis Thiollier qui est un spécialiste du bilan carbone chez Schneider Electric. Voilà, vous avez Ariane encore qui est consultante RSE. Voilà, c'est vraiment un programme qui est soigneusement conçu d'environ 2 mois, comme je vous disais, pour vous aider à devenir vraiment le chef d'orchestre de la RSE en maîtrisant les enjeux écologiques, économiques et aussi liés à l'IA, parce qu'on a rajouté cette dimension. Salut encore à ceux qui nous rejoignent. Et bonne année à vous. Salut Morgane, merci beaucoup de faire ce webinaire avec nous. C'est très chouette de pouvoir partager ce moment-là avec toi. Est-ce que tu peux te présenter et présenter aussi Poppy Consulting? Yes, vous m'entendez bien? Vous pouvez écrire sur le chat. Vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez répondre sur le chat. Super. Parfait. J'ai tendance à parler un peu fort, donc dites-moi s'il faut que je baisse mon volume interne. Et pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Morgane, j'ai 33 ans. J'ai dû réfléchir. Passé un certain âge, j'ai l'impression que tu te rappelles plus du nombre d'années. J'ai arrêté de compter. Donc 33 ans, j'habite Montpellier. J'ai créé Poppy Consulting, du coup, donc c'est une, enfin je prends des commandes, c'est une entreprise, c'est une SASU. J'ai créé cette structure-là en 2022. Donc ça fait un petit peu plus de 3 ans, ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis à mon compte. Ce que je fais avec cette structure, c'est d'une part de l'accompagnement, vraiment du conseil en RSE, de l'accompagnement stratégique, on rentrera dans le détail de tout ça j'imagine après, et d'autre part de la formation sur des sujets également RSE. C'est une structure, donc, comme je vous l'ai dit, sur laquelle je suis seule. Il y a quelques temps maintenant, j'avais recruté une stagiaire, mais pour l'instant, le format qui me va bien, c'est de travailler comme ça. Et puis quand j'ai un petit peu de surcharge, on en parlera aussi, mais je travaille avec des freelances, d'autres consultants de l'écosystème. Et quel a été ton parcours pour justement, avant de devenir consultante RSE? Avant ça, j'ai pas pris la voie classique, mais peut-être comme vous d'ailleurs, donc c'est assez chouette aussi de vous le partager. Côté études, je me suis perdue dans les sciences humaines et sociales. J'ai fait de l'histoire géo, j'ai fait de la littérature, j'ai fait de la communication, et finalement je me suis retrouvée en sociologie. Donc j'ai un master en sociaux. C'est très passionnant la sociologie, mais je vais peut-être me faire des ennemis, mais en tout cas, si on ne souhaite pas faire de la recherche ou de l'enseignement, hormis le fait que ce soit très intéressant, c'était pas très très utile en tout cas pour moi, ma carrière. Donc je me suis lancée avec ça dans le monde du travail en me disant bon, maintenant. Voyons voir ce qui s'offre à nous. J'ai travaillé un peu dans l'événementiel, j'ai travaillé en centre de formation, j'ai travaillé pour d'assez grands groupes, j'ai travaillé pour la Caisse des dépôts et consignation. Et puis là, j'ai eu la fameuse quête de sens qui vous a peut-être amené à ce webinaire. En me disant mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a plein de sujets qui te passionnent et toi tu te perds dans des métiers qui sont intéressants mais qui faisaient pas sens. Et là je tape à la porte d'une start-up qui n'existe plus maintenant, elle a été rachetée, mais qui s'appelait à l'époque We Do Gift. Je tape à la porte de cette start-up et très rapidement, au bout de 3 mois, en fait, à la fin de ma période d'essai, le CEO me dit « Mais Morgane, je vois de toi que tu es une personne très militante. Sache que les entreprises n'aiment pas les profils militants et un peu grande gueule sur les bords. En revanche, les entreprises aiment la RSE. Est-ce que tu sais ce que c'est la RSE ?» Et moi, mais non, qu'est-ce que c'est la RSE ? Et voilà, et donc en fait, cette boîte, elle souhaitait lancer sa démarche, elle souhaitait trouver une personne pour porter ce sujet-là. Et ça, c'est la magie des startups, c'est que on peut très très vite monter en compétences, monter en responsabilité sur des sujets.
Et donc, c'est comme ça que je me suis formée d'abord en autodidacte, puis cette entreprise, ça a été mon laboratoire pour tester des outils, des enquêtes. L'entreprise ensuite m'a formée, m'a payé des formations, et je suis devenue responsable RSE de cette boîte. J'y suis restée pendant 3 ans. Et puis, lié au rachat et à quelques divergences, on s'est quitté en bons termes, mais on s'est quitté quand même. Et j'ai lancé Poppy. Trop chouette. Et à quel moment tu t'es dit, je me lance dans l'entrepreneur, justement? Ok, il y a eu la fin de cette expérience, mais tu as vraiment franchi le cap. Il y a deux choses. La première, on va pas se mentir, c'est Pôle emploi, hein, premier financeur enfin, France Travail, premier financeur des auto-entrepreneurs à l'époque, hein, puisque ce qui fait très très peur quand on se lance, c'est de se dire comment je vais m'en sortir. Moi, j'avais aucune économie de côté, donc je me suis dit en fait, je peux tenter un mois ou deux, mais au bout d'un moment, il faut que j'ai un parachute de secours. Spoiler alert, je n'ai pas eu vraiment besoin de ce parachute de secours parce qu'en fait très vite j'ai signé des missions, donc ça peut peut-être ça peut peut-être vous rassurer. Mais ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et après, dans la réflexion de fond, ce qui m'avait énormément plu dans l'univers dans lequel je travaillais, c'était que j'avais vraiment un statut d'intrapreneuse au sein de l'organisation, puisque il fallait lancer tout un tas de projets transverses, un peu comme toi, Émilie, avec Indigo. Et en fait, ça m'avait vraiment excité ce côté-là, et je me suis dit, bon, d'intrapreneuse, comment on peut passer à entrepreneuse. Donc voilà. Donc c'est le combo des deux, l'excitation des missions et le côté très terre à terre financier. Et quels étaient à ce moment-là tes principaux doutes et freins et comment tu les as surmontés? Mes doutes, c'était est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais être compétente. Ça, je pense que c'est un biais on est très nombreux et nombreuses à avoir, ce, Sentir ce légitime. syndrome. Ouais, exactement, ce fameux, on l'entend tout le temps, mais en fait, je pense que tout le monde en est porteur ou porteuse, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Tu te dis, c'est pas parce que je l'ai fait dans une boîte et qu'on a réussi que je vais être capable de scaler ça et de le reproduire pour d'autres organisations. Donc il y a la compétence. Après, bien sûr, il y a l'enjeu financier, hein, je l'ai déjà dit, euh, mais forcément, est-ce que faut développer des compétences commerciales. Donc est-ce que je vais être capable de prospecter, de faire de l'acquisition de clients, voilà. Je pense que c'était vraiment mes deux plus gros freins, la compétence et la capacité à se vendre. Et comment tu les as surmontés? Euh, j'ai fait comme tous les entrepreneurs, j'ai pris le couteau entre les dents et, et je me suis dit qu'au bout d'un moment, il allait falloir faire le baptême du feu, hein. Rester Donc, déterminé. on se prend on se prend des portes, surtout quand on fait de l'acquisition. Euh, c'est assez difficile. On se prend des portes, mais en fait, faut continuer, continuer, continuer. Et idem pour les missions et la légitimité. On va en parler un petit peu plus, mais il y a des missions qui se passent très très bien, puis il y a d'autres missions qui se passent moins bien, et c'est comme ça aussi qu'on apprend, quoi. Tu as deux questions sur les formations. Tu as Cindy qui dit comment tu t'es formée en autodidacte, par quel biais? Et Valérie, tu as un parcours très varié, très transversal. Quelle formation recommanderais-tu pour se lancer dans la RSE? On m'a parlé aussi de se former aux normes environnementales, type décarbonation. Quels seraient tes conseils? Yes. Sur la formation, à l'époque, Indigo n'existait pas, donc je vous recommande Indigo. Non, là, je le dis sur le ton de la blague, mais je vous le recommande très chaleureusement parce que forcément, en 2-3 mois, on ne devient pas expert ou expert de la RSE. En revanche, c'est un programme qui balaye vraiment tous les grands enjeux, tous les grands concepts. Donc, charge à vous, bien sûr, d'engranger après de l'expérience, mais ce type de formation, c'est, je pense, ce type de formation que moi, j'aurais pu demander à l'époque à ce que mon entreprise me finance. Mais donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est déjà, j'ai beaucoup lu, enfin, vraiment, j'ai écumé les internets pour justement me faire un peu mes petites Google Alerts avec toutes les normes, les ISO, les réglementations, tout ce que je pouvais trouver. Donc beaucoup, beaucoup de lectures. Après, j'ai suivi des MOOC. Un MOOC qui, maintenant je pense qu'il est peut-être maintenant il est un peu vieillot, mais à l'époque je l'avais trouvé très utile. J'avais suivi un MOOC sur
sur le reporting RSE et comment faire réaliser une analyse de matérialité. Et c'est un outil que j'avais trouvé ultra intéressant comme point de départ. Et ensuite, mon entreprise m'avait payé la formation du bilan carbone pour aussi avoir cet aspect plus environnemental. Et sur le volet RH, en fait, je maîtrisais déjà beaucoup de concepts, en partie liés à ma formation, mais aussi liés après à mes diverses expériences. Donc tout ce qui était construction d'enquêtes, de baromètres sociaux, etc., c'est des choses que je maîtrisais déjà. Donc voilà. T'as Cindy qui dit, penses-tu qu'on peut directement intégrer un poste en RSE en sortant du bootcamp RSE certifié par Indigo? Alors pour le coup, moi à titre responsable de l'école, on a des alumni qui ont trouvé des bons postes honnêtement dans la RSE, qui n'avaient pas forcément d'expérience dans la RSE, dans le tertiaire, dans la chefferie de projet, mais encore pas toujours. Ils ont trouvé un bon poste là, avec la promo de juin notamment, et qui ont mis quelques mois à trouver, donc ça c'est assez chouette. Mais je te laisse répondre, Morgane. Je pense que tu as même plus de recul parce que tu as tous les alumni, mais moi, de mon regard extérieur, je pense que c'est pas je peux pas te donner une réponse binaire parce qu'en fait, ça va dépendre du poste et de ton profil. Il y a pour celles et ceux qui l'ont pas encore intégré ou qui souhaitent peut-être intégrer une promo Indigo, il y a des profils très divers. Des niveaux d'expérience, d'expertise, des maîtrises d'outils qui sont vraiment assez hétérogènes. Et donc, pas forcément quand on arrive avec un profil où on a déjà un certain background sur une certaine appétence sur tel ou tel sujet, ça peut être plus facile. Et après, à nouveau, ça dépend du poste visé. Si tu te dis là, mon ambition c'est d'être directrice RSE d'une boîte CAC 40, je vais répondre non et je pense que ce serait pas trop déconnant. Si l'ambition c'est de se dire je trouve un poste de chargé RSE dans une belle PME, une ETI et en fait je fais mes armes comme ça, moi je vois pas le souci. Enfin, je pense que c'est tout à fait envisageable. Clairement, là en plus on a des personnes des alumni qui vont trouver dans des structures assez connues quand même, tu vois, la crèche là, comment ça s'appelle, Chaperon Rouge. Ouais, les chaperons. Le groupe postal, le groupe de la Poste, tu vois, enfin la banque postale de la Poste, il y a eu quand même. Ouais, donc en plus des beaux noms, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des conseils de lecture, de veille justement, pour se mettre un peu à jour quotidiennement? Sur la veille, honnêtement, moi c'est Google Alert, vraiment. Ah ouais, ok. Alors des fois c'est un peu trop, mais je me fais mes sessions, je jette beaucoup de choses, mais sur quelques ISO que moi j'ai l'habitude avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, ou sur quelques référentiels ou quelques actus, je me mets des Google Alerts et ça pop et je trie. J'essaie de le faire une fois par semaine, on va pas se mentir, des fois ça passe à la trappe, mais j'essaie d'avoir un créneau une fois par semaine où je trie ces news là et je me dis ok, ça je prends le temps de le lire, ça je saute. Et sur mes lectures, j'ai pour ma part, je parle vraiment en termes de livres notamment, j'ai pour ma part du mal à lire des livres qui ne soient pas des livres plaisir. Donc j'ai en ce moment sur mon bureau, enfin pas sur ce bureau-là, mais sur le bureau qui est chez moi, ça en dit long d'ailleurs, l'entreprise... oui, j'ai un trou de mémoire. L'entreprise robuste, pardon. Donc il y a un bouquin qui est en plus ultra intéressant que j'ai commencé, mais j'avoue que j'ai du mal moi à me plonger dans des lectures professionnelles parce que pour moi la lecture ça reste vraiment un plaisir, un plaisir et j'arrive pas du tout à me concentrer là-dessus. Donc pour moi c'est vraiment, mes lectures spontantes s'arrêtent en général à des articles, quoi. Moi aussi j'ai acheté pas mal de livres RSE, j'ai un peu de mal à m'y mettre là. Mais dans les newsletters, moi, je vous conseille Novétique. Oui, et les newsletters, pardon. C'est pas mal. Tu as l'actualité internationale sur l'environnement, l'économie sociale, solidaire, la finance durable. Il y a 3 degrés aussi. C'est des récits qui sont assez percutants pour mieux comprendre les enjeux du réchauffement climatique, savoir comment s'y préparer. J'aime bien aussi Le Plongeoir, je ne sais pas si tu connais. Non, mais j'ai regardé. De Guillaume Fourdinier.
c'est une courte plongée dans un futur qui est un peu plus optimiste, avec des décryptages d'idées, des portraits inspirants. C'est pas que RSE, mais ça donne envie de se lancer dans des projets durables. Tu as 15 marches aussi de Stéphane Schultz, qui est un décryptage, on va dire, clair de tout ce qui est transfo numérique, impact des technologies sur l'économie et notre société. Je vous les mets là, si vous voulez, dans le chat. Tac, tac, tac. Après, il y a autre chose, c'est quand, je ne sais pas si là, votre écosystème est déjà fourni, mais moi, je trouve que, du coup, je suis des personnes et je m'entoure de personnes qui vont traiter d'une certaine façon l'information, et d'ailleurs pas forcément que dans mon sens, en sens avec lequel je suis alignée, mais ça aide bien aussi. Et merci pour tes refs, là j'avais pas du tout le plongeoir. Je les envoie là. Oui, c'est clair, suivre des personnes, des responsables des réseaux de grosses boîtes, ou pas que, enfin, ici, ou des chercheurs, enfin vraiment, justement explorer suivre plusieurs types de personnes, des consultants aussi. Il faut suivre Morgane sur LinkedIn. Je suis pas très active. Ça fera partie des choses que je vais vous conseiller, mais que j'applique mal. Alors, on prendra le fil des questions. On continue juste un petit peu quelques questions que j'avais en tête. Ça ressemble à quoi une de tes journées type? Même si j'imagine qu'elles ne se ressemblent pas toutes, mais en gros, là où tu as des missions qui sont un peu plus redondantes. Oui, peut-être qu'on parlera après des types de missions, mais... Tu peux en parler là. Hein. Ouais, je t'en parle là, et comme ça me permet peut-être d'avoir ce truc de journée type, ou de semaine type. Sur les types de missions que je vais avoir, je peux les découper on va dire qu'il y a 3 grands types de missions. Il y a vraiment les missions ultra court terme, donc ça c'est typiquement l'animation d'une formation, de quelque chose comme ça, ou alors des audits un peu flash que je réalise en quelques jours et que je restitue. Donc ça, c'est la prestation court terme. Il y a des prestations à moyen terme. Pour moi, une prestation à moyen terme, c'est une presta qui est aux alentours de, je sais pas, entre 2 et 6 mois, dans ces eaux-là. Et après, des prestats un peu plus long terme, j'en ai beaucoup moins, mais ça va être une mission au-delà de 6 mois, mais où je vais revenir de manière récurrente. Pas forcément tous les jours, hein, mais en tout cas, il y a vraiment cette récurrence là. Donc, du coup, en termes de journée type, vous vous doutez bien que puisqu'il y a quand même de grands écarts, il n'y a pas de j'ai pas de journée type. On va dire que je consacre, en tout cas moi, mes matinées, parce que c'est le moment où je suis la plus éveillée et la plus alerte, à vraiment traiter tous mes sujets de fond. Quand je veux vraiment auditer, être dans ma bulle, être concentrée, etc., je fais ça. Et mes après-midi sont plus dédiés à mes rendez-vous clients, sont plus dédiés à ma veille, à ma facturation, parce que ça fait aussi partie des sujets du coup qu'on gère quand on a son compte. Et donc voilà, en gros ça c'est un peu la base. Et est-ce que je réponds à toutes tes questions là-dessus ou pas? Ouais, est-ce que c'est quoi les missions que tu vends le plus aujourd'hui? Et c'est quel type d'entreprise, secteur, taille, zone géographique? Les missions que je vends le plus, c'est du EcoVadis. Donc si vous n'avez pas entendu parler d'EcoVadis, je vous recommande très vivement d'aller jeter un petit coup d'œil, parce que vraiment c'est demandé. Je fais du EcoVadis pour des boîtes de 4 salariés et pour des boîtes de milliers de salariés sur des multinationales. Donc c'est vraiment demandé pour tous les secteurs, toutes les tailles. Et bon, après, le fait est qu'il y a forcément un biais aussi, puisque, étant donné que maintenant je ne fais principalement que ça, je commence à me créer aussi une réputation sur ce sujet-là, ce qui fait que forcément ça attire aussi des d'ailleurs c'est très vrai, puisque là je pense à un
confrère qui lui ne fait que du bilan carbone. Moi en fait on ne me demande pas de bilan carbone. Donc bon, peut-être que ça c'est à prendre avec des pincettes ce que je vous dis là, mais pour moi c'est vraiment beaucoup d'EcoVadis. Bah forcément, quand tu commences à faire plusieurs missions taguées sur une expertise, après, bah, de bouche à oreille, tu vas avoir des recommandations, enfin, tu vas être recommandé et avoir plus d'émissions, c'est sûr. Exactement. Et pas mal de diagnostics, enfin, de PME. Ouais, exactement. Bah, beaucoup de diagnostics, parce qu'en fait, ça en fait partie. EcoVadis, je peux peut-être le faire en 2 lignes pour bien ceux sûr. qui l'ont pas. En gros, c'est un évaluateur de votre système de performance RSE. C'est pas un organisme labellisateur, etc. Ils remettent des médailles, hein, mais en fait, c'est vraiment, vous allez, en tant qu'entreprise, intégrer des données sociales, environnementales, éthiques et relatives aussi à vos achats. Et en fonction des politiques, des mesures, de votre reporting, de la qualité de tout ce système de management RSE, bah, vous allez recevoir une note jusqu'à 100 points. Et après, bah voilà, cette note, ça permet de savoir à peu près où vous vous situez. Et bien sûr, il y a derrière un petit système de médailles parce qu'en fait, les entreprises communiquent sur les médailles. Mais c'est voilà en fait ce que c'est. Et du coup, ce qui est intéressant quand on fait quand on propose ce genre de service, c'est qu'on a une vision très 360 sur l'entreprise. Je fais beaucoup d'audits parce que forcément, j'ai besoin d'auditer en amont pour savoir d'où on part. On fait sur les plus petites structures, PME, ETI même, on fait beaucoup de stratégies, beaucoup de formations pour ensuite que les collaborateurs s'approprient les sujets. Donc, ce qui est assez chouette, c'est que c'est des référentiels très larges, comme Bicorp, comme Lucie 26000, etc., où on peut vraiment s'amuser et avoir cette vision 360. Là où, quand je travaille avec des grands groupes, je vais surtout intervenir sur quelque chose de très précis. Par exemple, je ne sais pas, ça va être sur le label achat responsable, sur une formation en particulier, etc. Il y a une question de Juliette qui dit, mais justement, est-ce qu'à ton avis, on peut se spécialiser dans des certifications plus niches en tant qu'indépendante, comme Clé Verte pour l'hôtellerie ou Écotable pour les restaurants? Je pense que tu peux le faire, mais par contre, il faut que tu aies un réseau. Enfin, si tu le fais immédiatement, il faut que tu aies un réseau, parce que sinon, ça peut être compliqué. Par contre, ça serait hyper malin de ta part, Juliette, si tu es déjà dans ce secteur-là, voir si tu en viens, du tourisme, etc., de te dire, maintenant, je rajoute j'allais dire le vernis, mais c'est hyper dépréciatif, donc c'est pas ça, la casquette RSE. Et donc, je suis ultra légitime parce que je connais le secteur du tourisme. Ouais, c'est clair, à refaire tout ton écosystème et tout, c'est hyper smart si c'est ton secteur. Je pense que c'est un peu risqué si c'est pas ton secteur et que tu t'enfermes tout de suite. Est-ce que tu as... c'est quoi les principales difficultés que tu rencontres encore? De manière générale, les difficultés que je rencontre encore, c'est pas une difficulté parce que c'est pas une difficulté, mais en tout cas c'est vraiment un enjeu pour moi. C'est l'acquisition de clients. Quand on a quelques missions récurrentes, la question se pose pas. Mais moi c'est un choix vraiment parce que pendant un moment je me suis retrouvée à travailler vraiment avec 2 clients. Ça faisait ma semaine. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment une perte d'excitation dans ce que je faisais parce que je me sentais un peu comme du salariat déguisé, quoi. Comme en salariat déguisé. Et l'une des raisons aussi qui m'avait amenée à être indépendante, c'était de pouvoir sentir que je touchais à plein de choses et à plein d'entreprises. Donc ces contrats, il y en a un que le client a coupé, il y en a un que j'ai coupé. En me disant allez, saut dans le vide, ça c'était il y a un peu plus d'1 an, allez, saut dans le vide, on recommence à zéro et puis on va aller chercher des contrats plus courts. Et aujourd'hui, ce que j'aime, c'est vraiment ça, c'est avoir des contrats courts, moyen terme. Et en gros, tous les 3 mois ou 6 mois, ça change de client. Et du coup, c'est très stimulant. Ça me force sans cesse à me remettre à jour sur des choses. Par contre, c'est un peu angoissant
il y a des périodes où il y a plus ou moins de business. Et puis, je pense que si vous êtes là, vous avez tous entendu parler du gros mot backlash écologique. Il y a un commentaire à ce sujet. Ah d'accord, je ne l'ai pas vu. Voilà. On peut en parler, le gros mot du backlash. C'est difficile. Je pense que c'est objectivement difficile d'être à son compte consultant RSE. J'ai pas mal de connaissances qui se sont lancées peu ou pro en même temps que moi et qui ont repris des contrats salariés parce qu'ils ne trouvaient pas de clients. Donc je pense que de manière chiffrée, c'est difficile. Après, ça fait que 3 ans, donc moi, j'ai pas observé une grosse différence, mais c'est vraiment très personnel. J'ai pas observé une grosse différence sur ma difficulté à faire de l'acquisition entre le moment où je me suis lancée et maintenant. C'est même peut-être plus facile pour moi maintenant parce que justement j'ai entre guillemets cette réputation qui fait que on me recommande et que je commence à pouvoir montrer des résultats qui sont intéressants et des noms qui sont intéressants et qui donnent envie à d'autres clients. Donc je dirais que moi, depuis ma fenêtre, c'est pas plus difficile, mais par contre, j'ai vu autour de moi pas mal de personnes qui ont dû reprendre des contrats. Ouais. Moi, je l'ai vu notamment sur ce qui était bilan carbone, un peu plus. Après, ça dépend en fait de quelle expertise vous allez vous spécialiser. Tu parlais d'acquisition client, justement. Donc, j'imagine que, comme tu me dis, maintenant, tu as pas mal de bouche à oreille. Mais comment tu fais pour, d'une part, les fidéliser, continuer à prospecter? Et comment tu as fait, même au départ, pour te créer ton portefeuille? Ouais. Et en plus, ça va répondre en partie à une question, je crois que c'était de Cindy. Voilà, qui disait, Cindy, est-ce que tu t'es lancé directement, est-ce que tu conseillerais de se lancer directement comme indépendant ou de passer par un poste? Donc je vais y répondre parce que, à nouveau, tout ce que je vous dis, c'est très personnel. Mais j'ai tendance à croire que passer par un poste, quand on n'a pas fait de RSE avant, il y a un côté rassurant. On a en théorie, si on est dans une entreprise où le management est à peu près bienveillant, on a en théorie le droit à l'erreur de lancer des projets. Ça fonctionne pas tout de suite, etc. Et on recommence, etc. Ce qui est quand même franchement moins le cas quand on est consultant indépendant à son compte et qu'on se vend comme expert, parce que qu'on le veuille ou non, c'est ce que les personnes, vos clients viennent chercher. On a un peu moins le droit à l'erreur, on se met un petit peu plus la pression. Donc j'aurais tendance à dire ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, pour répondre à ta question, Émilie, c'est que le fait de passer par un contrat, ça permet aussi de bénéficier de l'aura de votre entreprise. Vous êtes identifié comme là où le Respo RSE de cette entreprise. Vous pouvez aussi peut-être commencer comme ça à créer votre réseau en contactant d'autres Respo RSE, d'autres entreprises. On ne va pas vous suspecter d'essayer d'aller les démarcher ou quoi que ce soit. Donc moi, en fait, mon réseau, il s'est fait comme ça. À l'époque, il s'appelait Vendredi à l'époque, Commit. Et à l'époque, je m'étais rapprochée d'Héloïse, qui est maintenant la responsable RSE, et il lançait Impact at Work, qui est une communauté sur Slack, et qui est une communauté de Respo RSE. Et il lançait cette initiative-là. Je me suis dit, mais trop chouette, je veux en être. Et voilà, on a commencé à papoter. Puis finalement, je me suis mise à mon compte. Et voilà, ça m'avait déjà un peu ouvert les chakras. Ensuite, ce que j'ai essayé de faire, mais honnêtement, je suis pas bonne pour ça. J'y prends pas trop de plaisir et je pense que ça fait pas sens avec notre métier. C'est de faire vraiment de la prospection à froid. Donc d'aller, vous avez plein d'outils, hein. Vous avez des Wallaxy, l'autre encore plus connu dont j'ai oublié le nom. Bon bref, en tout cas vous avez plein d'outils pour c'est pas vraiment du scrapping, mais qui vont en fait récupérer des listes LinkedIn qui vous permettent de faire du mass mailing, etc. Casper, je crois. Ouais, Casper, voilà. Donc honnêtement, j'ai testé.
C'est normal, hein, faut savoir que avec ce type d'outils, enfin les commerciaux, ce sont des personnes très résilientes, donc qui se prêtent beaucoup, beaucoup de refus. Mais moi, en fait, à un moment, donc indépendamment des refus, c'est que je me suis vraiment dit, mais je suis là pour vendre aux gens, je sais pas, une certaine façon de travailler, de vivre autour du bien-être, et je viens les spammer. Enfin, en fait, ça a créé un truc où je me disais, mais ça me va pas de spammer les gens pour ça. Donc, ce qui marche, je crois, ce qui a un peu marché, c'est que j'ai essayé de me rapprocher de communautés. Donc, j'imagine qu'il y a moult personnes parmi vous qui sont peut-être déjà animateurs ou animatrices d'ateliers de fresques, qu'on rejoint peut-être certaines communautés. Il y a Déclic, il y a Impact at Work, il y a social quelque chose, social Déclic, du coup, voilà, c'était ça. Job that makes sense, etc. Et ça peut vous permettre de juste rencontrer des gens, aller à des événements pas trop gros. Typiquement, aller à Produrable avec ses CV, c'est la pire idée, je l'ai testé. J'y suis allée avec des graines de coquelicot, parce que du coup, j'avais créé ma petite carte de visite, et comme mon logo, c'est un coquelicot, je m'étais dit, je vais croiser plein de responsables RSE, et puis je vais leur donner mes petits coquelicots à semer. Bon, bref. C'était drôle, mais ça n'a pas été utile. Mais en tout cas, les petits événements, ça vous permet vraiment de discuter avec des gens. Et voilà. Et après, du contenu LinkedIn, je le fais mal, je ne suis pas régulière, mais je sais, et vous savez peut-être sans doute, que ça fonctionne, ça vous donne de la visibilité. Par contre, faut pas, je pense, y passer trop de temps, parce que c'est un peu le piège. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire pas très régulier, forcément, vous avez tendance à passer beaucoup de temps pour rédiger une pauvre petite publi qui va faire 30 vues, pas 30 vues, 30 réactions, quoi. Et en fait, le ratio est pas bon, quoi. Oui, ça te donne de la visibilité, mais c'est pas ça qui va te transformer derrière. Donc, soit il faut être super régulier, et quand tu l'es, là, j'ai vraiment des connaissances consultants qui ne font leur acquisition que par LinkedIn, qui publient très régulièrement du contenu que d'ailleurs que je trouve ultra intéressant, mais c'est vraiment c'est des grosses plages dans l'agenda qui sont dédiées à ça, à faire de la vulgarisation. Donc si c'est votre truc, allez-y, vous allez cartonner. Sinon, il faudra trouver d'autres choses. Et une dernière question, on va dire 2 dernières petites questions pour terminer avant. Est-ce que, c'est quoi selon toi l'évolution un peu du métier de consultant RSE pour l'année à venir, et ce serait quoi vraiment ton ultime conseil pour ceux qui veulent se lancer? Les évolutions du métier, j'ai un parti pris qui est celui d'être généraliste. Je sais qu'il y a beaucoup de consultants qui sont très experts d'un sujet, qui le mettent beaucoup en avant. J'ai évidemment quelques expertises et quelques sujets d'appétence, mais j'essaie d'être très généraliste, et quand tout simplement mes compétences sont limitées face à une problématique, en fait, je fais intervenir de mon écosystème un ou une freelance qui a l'expertise. Et je pense par contre que c'est cette approche généraliste qui me permet d'avoir toujours autant de clients et de ne pas avoir trop galéré par rapport à d'autres personnes qui aujourd'hui, que je connais, qui aujourd'hui ont arrêté leur activité d'indep, en fait, étaient ultra spécialisées. Niche, et n'avaient pas forcément le portefeuille client. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, elle m'est venue, et j'ai oublié en cours de route pendant que je parlais. Flûte. Votre conseil généraliste, et j'ai oublié. Ça va me revenir peut-être. Effectivement, quand tu es très niche, tu vas avoir plus de clients parce que c'est toi qui as l'expertise. Tu peux faire payer plus cher, j'imagine aussi. Mais du coup, il faut tout le temps s'adapter parce que les sujets changent, on le voit là, avec l'actualité, etc. Donc, faut vraiment être un peu opportuniste, quoi, et à chaque fois redevenir expert sur une autre thématique si celle-ci c'est ça. perd un peu, quoi. Et ça m'est revenu, regarde. Ça m'est revenu grâce à toi. Tu tapisser un peu en attendant, là. Non, mais c'est bon. Le deuxième point, alors c'est pareil, hein, c'est un parti pris, donc vous en ferez bien ce que vous voulez.
mais il y a parfois un peu cette dichotomie RSE, développement durable. Je m'explique, c'est en gros la RSE très orientée business et finalement réussite, participer un peu à une espèce de système qui ne change pas trop de réussite d'atteindre des objectifs de l'entreprise. Et développement durable qui est on veut créer des entreprises à impact, on veut faire le bien, etc. Évidemment que là, si on me demande, je lève la main et je dis bien sûr que je veux faire le bien et je veux des entreprises à impact. La réalité, c'est que en fait, les entreprises à impact, souvent, elles n'ont pas besoin de vous parce que tout est intrinsèque et que du coup, il faut accepter de bosser avec des boîtes pour qui c'est pas prioritaire. Elles veulent faire de la conformité RSE et ce que moi je trouve très chouette et c'est là que je vois un challenge et un truc qui fait sens pour moi, c'est que je me dis peu importe la raison qui l'amène à moi, cette boîte, parce que vraiment, j'ai des directeurs commerciaux qui m'appellent et qui me disent je veux un EcoVadis or pour décrocher un gros contrat. Et en fait, je me dis que peu importe sa raison, on va être obligé de toute façon, et je leur dis, c'est pas juste rédiger 3 politiques et mettre 2 objectifs, on doit faire des reporting, on doit avoir des mesures qui prouvent qu'on atteint nos objectifs. Donc en fait, on peut peut-être bullshiter 1 an, mais si vous voulez maintenir vos résultats, on ne pourra pas bullshiter. Il faut qu'on embarque tout le monde, il faut qu'on forme. Donc voilà, donc mon deuxième parti pris, c'est ça, moi, c'est de me dire, je suis ultra à l'aise avec le fait que je fais beaucoup de conformité RSE, je bosse finalement en majorité avec des boîtes pour qui la RSE, c'est faut le faire, ou c'est un peu la plaie. Mais c'est là où tu as ton utilité au final et tu transformes de l'intérieur l'entreprise, peu importe, comme tu dis, la raison pour laquelle elle te sollicite. Donc c'est chouette. Yes. Ce qui compte, c'est vraiment justement la transformation. Juste avant de répondre aux dernières questions, je voulais vous faire un petit résumé de notre... Ah oui, aussi, autre chose, j'ai envoyé quelques questions écrites à Morgane qu'on vous enverra en plus du lien du replay du webinaire, notamment sur comment elle fixe ses prix, etc. Ça peut vous intéresser, parce que là, on a bientôt fini, ça va être l'heure du déjeuner. Donc, on vous enverra toutes ces réponses par écrit également. Comme je vous le disais, une prochaine promo, il reste encore quelques places. Le 20 janvier, vous avez le contact là de Mélodie et son numéro de téléphone. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle directement. Elle vous contactera aussi. Je vous renvoie en parallèle le sondage pour ceux qui sont arrivés à la fin. Hop. Et tiens, Mélodie est là. Tiens, si tu veux présenter rapidement, une seconde avant qu'on prenne la fin, les questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Non, tu as tout bien résumé. Peut-être que je pourrais rajouter, c'est n'hésitez pas à prendre rendez-vous. De toute façon, ça vous engage en rien. Au contraire, ça permet du coup si vous êtes en réflexion, de pouvoir justement que je puisse challenger votre projet, voir si c'est Indigo qui peut vous accompagner, comment on peut vous accompagner. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je vous le mets d'ailleurs dans le chat, comme ça sera peut-être plus simple. Directement. Pareil pour le financement de la formation, il y a plusieurs options, donc le CPF, France Travail si vous êtes demandeur d'emploi, enfin voilà, on verra tout ça ensemble. Donc n'hésitez vraiment pas. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci Mélodie. Autre chose, vous pouvez aussi sur le chat, puisque le réseau ça commence par là, en une ligne, vraiment parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et vous êtes nombreux, partagez votre objectif, projet ou besoin et votre LinkedIn. Comme ça, si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez vous connecter les uns les autres. C'est comme ça qu'on commence. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux. Donc, nous, c'est sur Join Indigo. Je vous le mets là. Parce que vous aurez, donc sur LinkedIn, on publie pas mal. Sur YouTube, vous avez nos replays. Rejoindre bien sûr notre formation RSE. Vous avez aussi un dernier petit conseil sur Vista Podcast, qui est le podcast de Gaia Connect. Vous avez un webinaire que vous pouvez regarder en replay, c'est se lancer comme freelance dans l'impact. On a osé te raconter tout. C'est le nom du webinaire avec Thibaut Auvergne, qui est un consultant RSE que vous pouvez suivre également.
Benjamin Mercier de Gaia Collect, avec Charlotte Licher qui est de Social Déclic et Charlène Patra. Je mets leur nom aussi, parce que vous pouvez les suivre sur LinkedIn. Donc, pour parler de tous ces sujets qui rythment la vie des freelances, légitimité, prospection, chiffre d'affaires, sens au travail, formation, je vous envoie le lien. Je vous partage le lien du YouTube de ce webinaire. Mais c'est également dispo sur les plateformes Spotify, Deezer. Et événement important quand même, c'est l'événement à pas manquer, je trouve, en 2026, c'est l'événement BIC. Je ne sais pas ce que tu en penses, Morgane, et si tu y vas. De la BPI France, qui est pas encore... de l'entrepreneur à Paris. Ouais, j'ai pas encore pris mon billet parce que je me tâte en fait à y aller, mais il est probable. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai clashé un peu gratuitement ProDurable. Et évidemment, je vous encourage à aller passer une tête à ProDurable. Hein. C'était juste pour vous dire que ça ne fait pas des merveilles. Ça fait pas des merveilles d'aller sur des gros salons, mais c'est toujours intéressant. En fait, je trouve que sur de gros salons, vous allez plutôt rencontrer des partenaires, d'autres consultants, etc., que créer de nouveaux clients. Mais c'est aussi important, comme le disait Émilie, ça commence aussi par là le réseau, quoi. C'est clair. C'est pour ça que je disais, n'hésitez pas à partager vos LinkedIn. Peut-être aussi, dernière info, c'est que vendredi, on a un webinaire également, plutôt pour la présentation du programme. Je vous le mets également dans le chat, où on rentrera vraiment en profondeur sur qu'est-ce qu'on apprend au sein de la formation Indigo. Voilà. Trop chouette. Peut-être s'il y a des dernières questions, on peut y répondre. Si tu as 5 minutes, Morgane. Bien sûr, ouais. Auquel on n'aurait pas répondu. J'essaie de refaire suivre le fil. On a eu pas mal de questions quand même. Est-ce que je dois demander... Ah, excuse-moi. Ouais. Non, vas-y, je t'en prie, Lily. Quel type de statut d'entreprise tu as choisi et qu'est-ce que tu conseilles avec le recul? Elle hésite entre du portage et créer sa SASU. Ouais, du coup, je lui ai répondu en dessous. Moi, j'étais en auto-entreprise et je suis passée en SASU pour des raisons de plafond, des raisons économiques. Je n'ai pas trop de... Le portage, je m'étais renseignée dessus, mais je ne l'ai pas du tout expérimenté. Donc, je suis incapable de t'en parler, de te dire quels sont les inconvénients, les avantages. Toi, tu es en SASU, du coup? Ouais. La seule particularité, c'est que... Enfin, il y a plusieurs particularités, mais du coup, il faut avoir son propre comptable et voilà. Du coup, c'est différent de auto-entrepreneur. Ouais, c'est un statut qui est différent. Okay. Je fais pas mes déclarations, c'est pas moi qui fais directement tous les mois mes déclarations de chiffre d'affaires, tout ça, etc. C'est le comptable, ok. C'est le comptable qui doit faire vraiment un bilan comptable. C'est un comptable, comment on appelle ça, un expert comptable en fait, qui doit vraiment faire un bilan chaque année, financier, etc. Mais du coup, tu peux déclarer plus de chiffre d'affaires que si tu étais en auto-entrepreneur. Tu peux déclarer plus de chiffre d'affaires, exactement. Je sais plus quels sont les paliers, mais c'est 60, 70. Bon, en tout cas, tu peux déclarer plus de chiffre d'affaires et après, pour tous les détails financiers, honnêtement, le mieux, c'est de se rapprocher. Vous avez même, si vous ne voulez pas prendre un comptable privé, vous avez des Legal Start et compagnie qui ont une bonne réputation. T'as dit qui? Legal Start. C'est un cabinet de comptable? Du coup, c'est de la comptabilité... tu sais, un peu de masse externalisée. Moi, je passe en cabinet directement pour diverses raisons, mais je pense que ça peut être aussi des bonnes entrées pour vous donner des conseils là-dessus, parce que je suis clairement, ça me fait rebondir avec une question d'Axel qui disait est-ce que le métier se rapproche plus de commercial ou en lien avec l'écologie, etc. Du coup, là, vous le touchez du doigt, c'est que si on est consultant indépendant, il y a de la comptabilité, il y a du commercial, il y a se former, il y a délivrer
des prestations de qualité, etc. Et moi, mon but, c'est de passer un minimum de temps sur tout ce qui n'est pas mon cœur de métier, donc le commercial et la comptabilité. Et j'avoue que pour ça, s'entourer de personnes ou d'outils pour pouvoir juste fermer les yeux, c'est primordial, quoi. Très chouette. Est-ce qu'il y a des dernières questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Sinon, je reprendrai le fil pour voir si s'il n'y a pas des questions qu'on aurait manquées. Et dans ces cas-là, Morgane, si tu veux bien y répondre à l'écrit, ce serait chouette. Ouais. Juste pour peut-être vous donner un peu de visibilité, dans les questions que m'a transmise Émilie pour l'écrit, c'était tout ce qui est autour des tarifs, comment je fixe les tarifs, la rémunération, des erreurs fréquentes, voilà, quelques recos. Donc tout ça, je lui ai répondu, elle va vous l'envoyer. Il n'y a pas de suspense sur à combien je délivre des prestations et compagnie. Alors, dernière question, quelles sont les compétences complémentaires à maîtriser pour se lancer en tant que consultant, au-delà des compétences techniques, comment savoir faire un bilan carbone, etc. Je pense plus à des compétences comme de l'animation d'équipe, par exemple. Bref, vraiment sur des soft skills, de la gestion de projet. Ça, faut être capable vraiment de savoir faire de la gestion de projet parce que le cas typique, c'est vraiment le ou la cliente qui ne connaît pas grand-chose à la RSE, qui n'a pas trop le temps, qui n'a pas trop le budget, qui veut aller très vite, qui ne sait pas du tout par où commencer, ça lui semble tentaculaire. Et donc, en fait, il faut prendre en main cette personne, la rassurer, il faut mettre en ordre de bataille toute l'équipe, toutes les personnes qui gravitent autour d'elle. Donc la gestion de projet, c'est essentiel. Je pense que si on a fait un peu de management, c'est pas mal, tout ce qui est autour de la capacité à bien communiquer, type process-com, etc. Moi, je sais que j'avais fait une formation en process communication qui m'est encore très très utile au quotidien. Mais je pense que ça, c'est valable dans plein d'autres métiers, bien sûr. Et voilà. J'ai pas d'autres. Bien, merci beaucoup, Morgane, pour merci à toi, super précieux. Merci à vous de nous avoir suivis une fois de plus, d'être aussi nombreux. Après ces jours de fête, vous êtes motivés, c'est bien. Encore une fois, on vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année, que vos projets se réalisent. Vraiment persévérer. Très contente d'avoir aussi aperçu les alumni sur le chat. Je vous embrasse fort. On se dit à bientôt pour un prochain webinaire Indigo. À bientôt. Bonjour.